Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Patrimoine, une édition spéciale depuis le Midsommar 2025, le grand rendez-vous annuel de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Dans un instant, on va s'intéresser aux enjeux du capital investissement. On verra ce qui se passe du côté du non-côté et puis entretien exclusif avec le tout nouveau président de la CNCGP. Smart Patrimoine, c'est parti. Smart Patrimoine, depuis le Midsommar, on s'intéresse tout de suite à ce qui se passe du côté du non-côté avec un expert, un spécialiste. Notre invité, c'est Sébastien Roca. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabrice. Directeur général de Cedrus & Partners. Et avec vous, on s'intéresse, c'est vrai, à ce monde du non-côté qui séduit de plus en plus d'investisseurs. Il faut dire que sur le marché coté, il y a pas mal de chahuts, beaucoup de volatilité. Vous comprenez cet engouement pour le non-côté aujourd'hui, vous le constatez en tout cas? C'est vrai que je le constate. C'est vrai que les marchés cotés ont connu pas mal de volatilité depuis le début de l'année. Sur les marchés non cotés également, voilà, c'est pas un marché qui est magique. Les performances peuvent être un petit peu retardées sur certaines parties du non coté. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, parce que le non coté, il n'y a pas que le private equity, il y a aussi la dette privée, les infrastructures, l'immobilier value-add. Et sur les dernières années qui ont été un peu compliquées pour certains pans du marché, certains autres se sont plutôt bien comportés. Oui, on va y revenir dans un instant. Un petit mot justement de l'actualité de Cedrus & Partners, puisqu'il y a des grosses échéances à venir. Effectivement, donc chez Cedrus & Partners, pour rappel, nous on fait donc Cedrus & Partners, on a 15 ans cette année, donc c'est déjà une actualité importante pour nous. 15 ans où on a beaucoup investi dans la plateforme Cedrus pour la partie investissement. Pour rappel, nous on conseille des personnes morales, donc nos clients ça va être des single family office qui ont des patrimoines financiers supérieurs à 100 millions d'euros et des associations et fondations, et donc on les aide à construire des portefeuilles financiers sur toutes les classes d'actifs, du côté et du non-côté, et ça représente à peu près 10 milliards d'euros d'encours conseillés, et sur ces 10 milliards d'euros, il y a 3 milliards d'euros de non-côté. Voilà. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que en 2019, donc il y a maintenant 6 ans, on a répliqué ce que l'on fait pour les familles où on les accompagne sur les portefeuilles de non-côté, on l'a répliqué dans une gamme de produits qui se décline en deux types de produits, des fonds de fonds, voilà, soit à partir de 100 000 euros, soit des fonds de fonds aussi à partir de quelques milliers d'euros, justement pour donner accès, au travers de nos partenaires CGP que l'on voit aujourd'hui, à notre ADN d'investisseurs non cotés que l'on a depuis plus de 15 ans. Oui, alors une question Sébastien, bien sûr, tout de suite quand vous dites ça, c'était des millions d'euros, centaines de milliers d'euros et puis quelques milliers d'euros. On se dit, est-ce qu'on a la même qualité de traitement? Est-ce qu'on aura les mêmes deals, entre guillemets? C'est une très bonne question. Effectivement, nous, on donne accès au même type de portefeuille, c'est-à-dire qu'en fait, les familles que l'on conseille, donc ce que je disais, qui ont des patrimoines financiers assez importants, elles vont avoir la possibilité d'investir directement dans des gérants non cotés. Parce que quand elles vont investir dedans, elles vont pouvoir mettre des tickets de 5 millions, 10 millions, 15 millions d'euros, et donc elles vont avoir un accès direct. Par contre, pour un particulier, effectivement, qui n'a pas cette surface financière, ce n'est pas possible. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que notre équipe investissement, elle va rencontrer à peu près 500 gérants par an, et sur ces 500 gérants, elle va se faire une conviction, et en disant, par rapport au contexte de marché d'aujourd'hui, si on veut investir dans le non-côté, quelles sont les parties du non-côté qui sont les plus pertinentes pour le prochain cycle. Parce que c'est vrai que dans le non-côté, on n'investit pas pour quelques semaines, quelques mois, on investit souvent pour un horizon très long terme qui est au moins de 8 ans. 8 à 10 ans minimum. 8 à 10 ans minimum, voilà. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'une fois qu'on a rencontré beaucoup de gérants, on se fait des convictions, et donc on va regarder sur la dette privée, qu'est-ce qui est le plus pertinent aujourd'hui, sur les infrastructures, qu'est-ce qui est le plus pertinent, sur le private equity, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et donc ça, une fois qu'on se fait ces convictions, on va faire une recommandation à nos familles en disant, mais par rapport à votre portefeuille d'aujourd'hui, pour avoir quelque chose qui va être adapté au contexte, on vous recommande de réaliser ce type d'investissement dans les verticales qu'on a choisies. Et donc en ce moment, on est en train de travailler sur le private equity, sur des choses qui vont apporter de la liquidité, parce que les taux ont monté. C'est vrai que les taux sont en train de baisser, la BCE a rebaissé ses taux la semaine dernière, mais les taux restent quand même assez élevés. Donc il faut avoir des instruments qui apportent de la liquidité dans ce marché-là. Là, on travaille sur 3 choses. La première, ça va être la dette privée sur les situations spéciales. Ça, c'est très intéressant parce que les entreprises vont avoir besoin de capitaux transitoires, et donc ces fonds de dette privée spécialisés, on travaille notamment avec Octree, va venir apporter ça. On travaille bien sûr sur le private equity secondaire qui est assez utilisé aujourd'hui dans le marché, on en met aussi encore aujourd'hui, même si on pense que les décotes sont un petit peu moins importantes qu'il y a quelques années, ça reste pertinent d'en avoir dans le portefeuille. Et ensuite on fait des co-investissements matures, justement ça permet justement de rendre l'argent plus rapidement, d'avoir moins de courbes en J. Donc ça c'est des recommandations que l'on fait à nos familles. Et donc une fois qu'on a identifié les bons gérants pour nos familles, ces mêmes gérants sont disponibles dans nos fonds de fonds.
Donc par rapport à votre question de dire est-ce que c'est la même qualité, une personne qui met 100 000 euros dans un fonds de foncier de risque qui s'appelle PSS aura les mêmes fonds qu'une famille de plusieurs centaines de millions d'euros, je ne peux pas donner les noms aujourd'hui, mais que tout le monde connaît. Ouais, donc c'est plutôt encourageant effectivement. Vous avez parlé d'une autre classe d'actifs justement, c'est les infrastructures. On en parle de plus en plus là aussi. Oui. C'est vrai qu'on est sur du temps long. On a souvent, et on le dit aussi, des rendements avantageux, qui sont la contrepartie de ce blocage des fonds. C'est une classe d'actifs qui monte, vous confirmez cela, Sébastien? C'est sûr que nous, la partie infrastructure, on en met dans les portefeuilles depuis le tout début. Donc c'est une classe d'actifs qu'on connaît très bien. Il y a plusieurs types d'infrastructures. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure? Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Ça peut être des réseaux de fibres, oui, des data centers, ça peut être aussi une société qui va exploiter un aéroport. Donc voilà, c'est des choses où derrière il va y avoir des revenus qui vont être contractualisés sur le très long terme. C'est pour ça que c'est intéressant. Nous, la façon dont on joue les infrastructures, on le joue sur la partie value add. Donc ça va être des fonds d'investissement qui vont acheter des actifs, ensuite consolider avec d'autres acteurs, pour ensuite en faire un actif plus gros et peut-être européen et le revendre à un autre fonds d'infrastructure qui va être plus core. Et donc là, ce qui est intéressant sur ce type de fonds, c'est qu'il y a deux parties dans la rémunération. Il y a une partie plutôt comme des loyers, parce que justement il y a des revenus qui sont contractualisés sur le long terme, mais aussi il y a une plus-value à la sortie. Donc il y a un profil de cash flow qui va être hybride, un petit peu entre l'immobilier avec des loyers et le private equity où on n'a que la plus-value. D'accord. Donc ça, dans un portefeuille d'investissement, de mon côté, c'est très intéressant d'en mettre. Pourquoi? Parce que justement, ça va venir apporter de la résilience dans le portefeuille. Ouais. Et typiquement, sur les 3 dernières années, en introduction, vous disiez les marchés cotés sont un peu chahutés, comment ça se passe sur le non-coté. Ce n'est pas l'Eldorado le non-coté. Il ne faut pas dire non plus qu'on a de bonnes performances. Il y a sa part de risque, bien évidemment. Il y a sa part de risque. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 dernières années, le private equity mondial a une rémunération de 2,5% par an sur les 3 dernières années. Si on regarde les infrastructures, c'est beaucoup plus résilient. Ça fait à peu près 10% par an. La dette privée, ça fait autour de 8% par an. J'explique cette partie-là parce qu'en fait, dans un portefeuille non coté, ce qui est important, c'est de construire une allocation qui va être diversifiée. Exactement comme sur un portefeuille coté. Un portefeuille coté, dans votre portefeuille, vous n'allez pas mettre 100% d'actions américaines ou 100% d'actions européennes. Vous allez mettre de différents types d'actions, mais aussi des obligations, peut-être un petit peu de fonds euros. Et là, vous allez avoir un portefeuille qui va être diversifié. En non coté, c'est exactement la même chose. Il faut mettre un petit peu différentes classes d'actifs. Et on voit très bien que ça se matérialise ces 3 dernières années avec un private equity qui est en baisse. Pourquoi? Parce que les valorisations ont baissé. Du coup, les fonds ne sortent pas les transactions parce qu'elles préfèrent les garder en portefeuille pour justement les vendre à un meilleur prix. On attend un retour à meilleure fortune. Voilà, on attend un petit peu, donc du coup les performances se tassent. Et par contre, il y a d'autres types de stratégies comme la dette privée ou les infrastructures qui ont pris le relais. Donc si on a un portefeuille qui est diversifié, on va avoir des revenus qui vont être plus réguliers dans le temps. Ouais. Voilà. Donc on l'a compris dans cette classe d'actifs très large du capital investissement du non-coté, effectivement il y a du private equity, il y a de l'infrastructure, il y a de la dette privée et ce sont des moteurs qu'il faut allumer, voilà. En tout cas peut-être tous en même temps, il y en a un qui marche un petit peu moins certaines années, c'est un petit peu normal et comme ça on a un portefeuille équilibré et performant. Exactement. C'est plutôt pas mal. Voilà, on en sait un petit peu plus sur cette classe d'actifs apparentée, le non-coté, autrefois inaccessible, en tout cas réservé on va dire à des portefeuilles importants et aujourd'hui qu'on peut découvrir à partir de quelques milliers d'euros. Merci Sébastien Roca, je rappelle que vous êtes directeur général de Cedrus & Partners et à bientôt sur Smart Patrimoine. Merci pour l'invitation, à bientôt. Et tout de suite dans Smart Patrimoine, on s'intéresse aux enjeux du capital investissement pour cette année 2025 dans un contexte macroéconomique un petit peu troublé. Qu'en est-il des investissements en capital investissement? C'est la question qu'on va poser à notre invité, c'est un expert, Yoann Didouche, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes bonjour en charge de la clientèle patrimoniale chez LBO France, une maison qui a déjà 40 ans d'existence. Alors Yoann, première question, c'est vrai que voilà, sur les marchés financiers, on a eu beaucoup de remous. Le capital investissement, c'est plutôt du temps long. Pourtant, est-ce qu'il y a des millésimes meilleurs que d'autres? Où en est-on pour cette année 2025? Alors, merci pour cette question. Elle est très bonne. Il n'y a pas, de mon point de vue, de bonnes ou de mauvaises années pour faire du capital investissement. Pourquoi? Parce que dans une bonne année, on va avoir des actifs que l'on vend mieux, mais à l'inverse, on est sur des prix d'acquisition qui sont plus élevés. Et quand les années sont plus difficiles, on achète mieux les actifs, mais on vend en revanche plus difficilement les actifs qu'on a en portefeuille. Et donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher au contexte économique. Le monde idéal, c'est d'acheter bien évidemment dans de bonnes conditions, donc dans un marché qui est un peu plus difficile, avec l'espoir d'un retournement économique favorable pour avoir un vendant de dos qui puisse nous pousser, la croissance qui nous permet de faire croître plus facilement les actifs. On pourrait d'ailleurs penser qu'on est un peu dans ce moment-là, oui, mais on ne le sait pas. Et donc, comme on n'a pas cette réponse-là nécessairement, il faut trouver
un autre levier, une autre manière de créer de la valeur de manière un peu plus certaine. Et pour ça, il faut travailler un peu plus, activer les leviers de la création de valeur dans les actifs, considérer qu'on achète les entreprises au juste prix, à un instant T, et par contre les transformer, les améliorer, leur faire franchir un stade dans leur développement pour pouvoir les vendre dans quelques années dans de bonnes conditions auprès d'acteurs qui auront envie de nous les racheter. Mais Yoann, est-ce que ça veut dire qu'on a surpayé peut-être certains actifs à une époque où on s'en souvient, il y a encore quelques années, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Du coup, voilà, il y avait ce fameux TINA, there is no alternative que d'acheter des actifs réels ou des startups. À ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un emballement du côté du private equity? Alors il y a des effets de tendance bien évidemment, des effets de mode, donc il y a des risques. Des risques comme dans toute activité qui est à la cote, c'est d'avoir une surchauffe ou des excès dans les décisions d'investissement. Je pense que ce qui est très important à ce stade, c'est d'avoir deux mots en tête. Le premier, c'est la sélectivité. Il y a une réalité, c'est que le capital investissement n'est pas une martingale. Ce n'est pas une classe d'actifs qui se distingue des autres et qui traverse les crises sans aucune difficulté ou challenge. On est sur un métier comme un autre et ce qui compte, c'est d'acheter des actifs de qualité. Ça, c'est le premier élément. Personne ne sait transformer le plomb en or et les fonds d'investissement non plus. Donc, il faut de la sélectivité. Et ça, c'est très important. Deuxième élément important, il faut de la discipline sur les prix d'acquisition. Oui. Et donc, il faut acheter des entreprises sur des bases de prix justifiés. Il faut savoir parfois ne pas acheter quand on estime que les prix ne sont pas justifiés ou en tout cas excessifs au regard de la valeur des actifs. Une question sur justement le type d'actifs, on en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez un certain type d'actifs que vous choisissez ou des secteurs? On sait qu'il y en a qui sont spécialistes de la tech, d'autres de l'industrie. Vous, comment vous sélectionnez vos dossiers? Alors, chez LBO France, comme particularité, c'est qu'on est plutôt multisectoriel. Aujourd'hui, on considère que dans la diversification de portefeuille, il faut avoir un nombre d'actifs suffisant, effectivement, mais aussi des secteurs qui soient différents pour avoir à la fois une diversification en nombre et une diversification en nature d'actifs dans un portefeuille. Par contre, ce qu'on va chercher dans une entreprise, sont des entreprises qui, aujourd'hui, sont profitables, déjà en croissance, souvent des leaders de leur secteur d'activité ou parmi les leaders de leur secteur. Et notre métier à nous, c'est de les accélérer en leur apportant un certain nombre de leviers. Là-dessus, ça veut dire qu'on va chercher des entreprises qui ne soient pas cycliques, qui puissent avoir un champ d'ouverture à l'international, c'est important, et puis qui soient disposés à travailler avec nous de manière assez proche. On est souvent, en tout cas, très présent au capital de ces sociétés-là, donc on a un dialogue très proche avec le management, et donc des sociétés qui ont aussi envie de porter avec nous un projet de transformation sur 4 à 5 ans pour créer de la valeur auprès des entreprises. Ouais, on dit souvent, Yoann, qu'il faut un fit, c'est-à-dire une alliance entre effectivement les investisseurs et puis les porteurs de projets pour qu'on crée de la valeur ensemble. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que cet aspect gouvernance est important? Alors c'est même essentiel. Pourquoi? Parce que les conditions de la création de valeur, comme je disais tout à l'heure, elles ont vraiment changé en 20 ans, 25 ans. Depuis une quinzaine d'années, LBO France a même une équipe de performance opérationnelle, c'est-à-dire une équipe de gens vraiment très expérimentés qui passent de 50 à 100% de leur temps physiquement dans les sociétés pour accompagner le management dans l'activation des leviers de la création de valeur. Donc oui, il faut un fit, même très important, il faut un alignement d'intérêts bien évidemment très important, et donc pour nous ça c'est quelque chose d'extrêmement important, effectivement quand on choisit un dossier, que de porter un projet commun avec le management. Ouais, le management c'est le G, c'est la gouvernance, quand on fait G il y a aussi le S de SG, ESG. Alors comment les autres aspects sont traités chez LBO France? Alors, ça, c'est un élément important. Nous, on va fonctionner en exclusion. C'est-à-dire qu'autant on regarde tous les secteurs, autant quand on a une société qui soit est par nature dans une activité qui ne peut pas être ESG, on pourrait prendre les industries du jeu ou du tabac, qui effectivement seraient par nature plus discutables sur l'aspect ESG. Donc ça, on s'en écarte. À l'inverse, nous, ce qu'on va chercher, ce n'est pas forcément des entreprises qui sont déjà pleinement ESG. Ce qu'on va chercher, par contre, c'est au sein des entreprises une vraie capacité et une vraie volonté du management d'activer les leviers pour améliorer les entreprises sur les critères de l'ESG. Et on a d'ailleurs pour ça, en interne, une personne dédiée qui travaille auprès des entreprises que l'on a en portefeuille pour améliorer, donc, en tout cas, la notation ESG au sein de ces entreprises. Très bien. Sur les taux d'intérêt, ils sont en train de baisser après un pic qu'on a connu ces derniers mois. Est-ce que c'est plus facile en ce moment de lever de la dette ou de convaincre les investisseurs? Alors, c'est vrai que la dette, surtout quand on parle de leverage buyout, elle a tout son sens puisque forcément elle fait partie du modèle et du montage. Nous, chez LBO France, aujourd'hui, sur les 10 dernières années, la contribution de la dette à la création de valeur, c'est entre 7 et 10%. Donc c'est vraiment très léger. Donc la dette, on l'utilise dans nos montages, dans nos acquisitions, mais ce n'est pas un élément déterminant. Donc aujourd'hui, ça veut dire que le contexte de taux d'intérêt, qu'il soit plus élevé, n'a pas été un frein pour nous pour réaliser les opérations.
Deuxième élément, on a une relation avec nos partenaires bancaires qui est excellente. Et donc, en tout cas, la dette n'a pas été un frein, ni économiquement, ni pour la création de valeur, ni dans le dialogue avec nos partenaires financiers. Très bien. Justement, pour les investisseurs, ceux qui nous regardent, qui se disent, bah, tiens, moi j'ai envie justement peut-être de diversifier mon patrimoine, comment on fait aujourd'hui pour rentrer dans ces deals de capital investissement? Alors, ça, c'est une question importante. Moi, j'ai monté l'activité chez LBO France en 2017. On a monté, du moins ouvert un premier fonds pour la clientèle patrimoniale en 2018. Donc aujourd'hui, on a déjà lancé 3 millésimes et j'ai choisi de le faire sous des formats dits de FCPR et dont des fonds qui soient finalement accessibles au plus large public. Donc aujourd'hui, grâce à la digitalisation, grâce aux souscriptions en ligne, on a la capacité, on est outillé pour pouvoir accepter des clients avec des plus petits patrimoines. On a bien évidemment des conditions préférentiel pour les gros patrimoines qui mettent des tickets plus importants. Mais aujourd'hui, on sait accueillir un investisseur à partir de 10 000 euros dans un fonds de capital investissement chez LBO France, tout en leur donnant accès aux mêmes deals que ceux qu'on fait pour notre clientèle institutionnelle historique chez LBO France. Alors que pendant longtemps, on le rappelle aux auditeurs, c'est vrai que c'était plus des tickets à partir de 100 000 euros au moins. Aujourd'hui, donc à partir de 10 000 euros, on peut rentrer et on aura la même qualité de deal finalement. Ce sont strictement les mêmes deals que ceux qu'on fait pour notre clientèle institutionnelle. L'accès à 100 000 euros est lié à ce qu'on appelle les fonds dits professionnels. Donc c'est toujours, en tout cas, une limite d'accès qui existe pour les structurations qui sont sur des fonds dits professionnels. Mais c'est vrai que sur les fonds agréés, on a une capacité à donner du champ, à donner de l'accès à une clientèle qui a peut-être moins de patrimoine aussi. Et deuxième élément, on a eu beaucoup de demandes, on ne lance pas des fonds chaque année chez LBO France, mais nos partenaires, historiquement, nous ont aussi demandé d'avoir un fil conducteur. Et donc on a lancé une UC, donc un fonds dit Evergreen, donc accessible via l'assurance vie de droit français, qui va permettre aussi à une clientèle qui avait ses actifs plutôt logés en assurance vie de droit français de pouvoir accéder donc à la gestion de LBO France. Bah voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas. Donc fonds Evergreen, ce fonds donc FCPR à partir de 10 000 euros, voilà pour rentrer dans cet univers du capital investissement. Et c'est intéressant parce que on le signale également, les rendements sont à l'avenant, même si les performances passées ne présument pas des performances futures. C'est vrai, il faut garder encore une fois, comme je le disais, beaucoup de discipline. Nous sommes, en tout cas, je dirais, sur 3 fondamentaux. Donc, comme je le disais, de la sélectivité, de la discipline dans les prix d'acquisition et beaucoup d'engagement aux côtés des sociétés pour les faire progresser. C'est ce qu'on applique dans toutes nos stratégies, c'est ce qu'on applique pour notre clientèle. On lance effectivement un 4e millésime donc, qui va arriver dès juillet, donc vous êtes les premiers à le savoir, et cette UC qui arrive en parallèle donc, pour la clientèle. Voilà, on en sait un petit peu plus donc sur l'offre de LBO France en capital investissement. Merci Yoann Didou, je rappelle que vous êtes Fabrice. en charge de la clientèle patrimoniale chez LBO France. À très bientôt dans Smart Merci Patrimoine. beaucoup. Merci. Smart Patrimoine, on a le nouveau président de la Chambre de la CNCGP avec nous en entretien exclusif. Habemous Papam, on a célébré ça il y a quelques semaines. Habemous Presidente, c'est Yves Mazin, le nouveau président de la Chambre. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Et félicitations. Merci beaucoup. Puisque vous venez d'être élu, là on est depuis le Midsommar, il y a quelques minutes, Quelques minutes, tout à fait. après une longue assemblée générale avec tous vos membres. Exactement. Assemblée générale importante puisque c'est effectivement l'élection d'une nouvelle liste et aussi la fin d'un mandat. Donc un temps assez fort en termes d'émotion, un bilan de toutes les actions menées et on s'inscrit dans la continuité de ces actions. Oui, alors justement, discours émouvant de Julien Serracchi, le sortant, après 2 mandats, donc qui vous passe le flambeau. Quels vont être, Yves Mazin, les enjeux justement de la CNCGP ou votre feuille de route pour ces prochaines années? Alors, on avait une ambition extrêmement importante, on en a parlé tout à l'heure, la réglementation, trop de réglementation. L'ambition, c'est l'accompagnement 360 des cabinets, c'est-à-dire à toutes les étapes de la vie d'un cabinet, que les moyens de la Chambre puissent permettre de donner des outils simples et adaptés pour que tout CGP puisse progresser dans l'état actuel de son cabinet assez sereinement. Ça, c'est la première ambition. Juste en rebond, c'est quand vous dites ça, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des disparités entre cabinets, il y a des gens peut-être qui sont qui ont basculé dans l'ère technologique, qui font du tout électronique et d'autres qui sont un peu à la traîne entre guillemets? Alors, non, je vais aller un tout petit peu plus loin, je vais essayer de me projeter. Julien Serracchi parlait de la débancarisation, du fait que de plus en plus il y aurait de conseillers qui vont s'installer. Et en fait, l'idée, c'est de se dire tout conseiller qui va rejoindre la CNCGP, dès le départ, va embarquer des outils qui sont efficients pour soit se développer, soit transformer son cabinet. Et en fait, il existe déjà plein d'outils, mais c'est les accélérer, les renforcer. D'accord, donc première action, effectivement, les accompagner sur ce sujet.
Deuxième axe. Deuxième ambition, voilà, nombre d'adhérents qui augmente, nombre de permanents de la Chambre qui augmente, nouveaux locaux. Il y a un enjeu de professionnalisation de la CNCGP dans ses process pour être toujours plus accompagnante pour le futur. Et donc on va faire une première action toute simple. Le 1er juillet, pendant 2 jours, les nouveaux élus, l'équipe des permanents vont se réunir pendant 2 jours pour travailler. C'est pour ne pas laisser passer l'été, c'est pour agir tout de suite. Et c'est pour poser aussi les bases d'une saine gouvernance pour amener la Chambre, alors déjà au terme de notre mandat, mais Oui. en fait la projeter à 5-10 ans par rapport aux enjeux qui attendent notre métier. Ça, ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Ouais. Et un troisième sujet. Et troisième sujet, un sujet qui a habité la Chambre pendant plusieurs années, c'est ce travail de reconnaissance et de présence auprès des autorités de tutelle. Les portes ont été ouvertes par un président Oui. avec l'assistance d'un lobbyiste, puisque c'était le Thermadoc. Et petit à petit, la Chambre a été reconnue, appelée. On a eu une présence très forte, notamment avec la présence de Karen Fiol dans différents organismes qui font notre écosystème. Et aujourd'hui, il y a un enjeu d'ancrer ça dans l'ADN de la Chambre en créant un conseil aux affaires publiques qui sera structuré et qui permettra de jouer la pérennité pour les élus qui vont succéder dans le futur. Bien sûr. Voilà. On le sait, c'est important d'avoir cette représentation et de peser auprès des pouvoirs publics, notamment à l'heure où ce métier n'est pas épargné par une certaine inflation normative, un empilement de règles, de normes. Hein. On ne va pas toutes les citer, mais c'est vrai qui ont complexifié largement le métier. On parle beaucoup de simplification, mais on a l'impression que plus on parle de simplification et plus c'est compliqué. Alors, le terme simplification, c'est un terme qui est assez récent et qui est rentré dans le vocabulaire européen post-élection de Donald Trump. Et ça, c'est peut-être la tendance de fond pour demain. En attendant, la règle normative, le rouleau compresseur normatif, il date d'avant. Oui. Il a quand même une logique importante, c'est de protéger l'épargnant. Alors c'est comme tout mouvement, hein, parfois on va un peu trop loin. Moi j'ai bon espoir que, fort de ce qui se passe au niveau européen, on arrive à revenir sur certaines normes et à les rendre plus pratiques. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais de les rendre plus applicables. Oui. Et donc, le rôle de la Chambre, ce sera justement de faire entendre cette voix de praticien, puisque tous les élus sont des praticiens, et c'est de faire entendre cette voix pour dire, attention, ce texte, on en comprend le sens, mais pratiquement, voilà ses limites ou ses atténuations. Voilà. Yves Mazin, vous avez parlé de débancarisation. C'est vrai qu'on a le sentiment que peut-être il y a un segment de cette clientèle, notamment patrimoniale, qui n'est pas forcément bien adressé aujourd'hui par les banques. Ça fait effectivement le bonheur et le succès des conseillers en gestion de patrimoine qui ont cette proximité. On parle souvent d'un médecin généraliste du patrimoine. Et c'est vrai que cette communauté, on a vu cet effort des CGP ces dernières années. Pour vous, c'est un phénomène qui va s'accentuer dans les prochaines années ? Alors oui, à bien des égards, et quand on prend toute la chaîne du métier, déjà il y a un phénomène nouveau, c'est qu'on est passé de 3-4 masters en gestion de patrimoine à plus d'une cinquantaine. Donc on voit que dès la formation, il y a un nombre d'étudiants plus dense, que ces étudiants aujourd'hui, quand ils embrassent leur carrière, ne se disent pas je vais commencer à la banque, mais beaucoup disent je vais rejoindre des cabinets. Oui. Parallèlement, on en a parlé ensemble, les cabinets ont grossi en taille, ont grandi. Donc avant, quand il y avait un cabinet avec 1-2 personnes, c'est difficile de recruter. Maintenant, vous avez plusieurs cabinets, enfin beaucoup de cabinets avec 5, 10, 15, 20 personnes, voire plus. Donc il y a de la profondeur dans le métier. Et c'est vrai, vous avez aujourd'hui dans le monde bancaire une limitation du nombre d'agences. Donc le besoin de conseil, lui, il reste nationalement présent. Et quand les acteurs se retirent, ça laisse de l'espace aux autres. Bien et sûr. notre chance, c'est notre maillage territorial, national. On a beaucoup œuvré à la Chambre pour être présent auprès des CGP à travers toute la France. Et donc ça laisse présager, je vais me permettre de paraphraser notre président devenu sage, président sortant Julien Serraki, on est vraiment dans l'âge d'or du conseil en gestion de patrimoine. Ouais, c'est vrai. En plus, on parle de la fin des agences bancaires, même d'ici très peu de temps, d'ici 2030. On verra si c'est le cas. Une dernière question, Yves Mazin, c'est justement sur cet écosystème des conseillers en gestion de patrimoine. Ça vit bien, c'est-à-dire qu'on a vu l'arrivée des fonds il y a quelques années avec des macro-deals, voilà, des concentrations de cabinets. Et dans le même temps, comme vous le disiez, il y a des jeunes, il y a des nouveaux qui se créent en permanence. Cet écosystème, on a l'impression de plus en plus dynamique.
Tout à fait. Alors ça, c'est le phénomène extrêmement intéressant. C'est que face à ces phénomènes de concentration, alors, il y a toute une sémantique qui a déjà été développée sur le sujet. C'est que oui, effectivement, vous avez des gens qui se rassemblent donc pour faire des entités plus grosses, mais le nombre d'adhérents continue à croître. Le nombre Voilà. d'adhérents de la Chambre, en 6 ans, a doublé. Et ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on a le sentiment que ce mouvement ne s'arrête pas. On est en moyenne à 25 adhésions faites à la Chambre tous les mois. C'est-à-dire un trend assez conséquent. Et ça, c'est aussi porteur d'espoir. Ah bah voilà, en tout cas, on vous souhaite une bonne prise de fonction. Merci. Yves Bazin, le nouveau président de la Chambre de la CNCGP, et à très bientôt sur Smart Patrimoine. Merci beaucoup.